Chers amis de Forum Substance Grise, c'est avec un réel plaisir qu'aujourd'hui nous allons aborder la question de l'asthme. C'est un problème réel et ubiquitaire de santé publique. Je commence par m'excuser parce que mon support est tout simplement inaccessible, étant donné que nous avons une situation dérangeante, c'est la coupure de courant sur le site universitaire. N'empêche que nous allons essayer de recourir à la substance grise, justement, que nous pensons encore posséder. Et en tant qu'enseignant ayant roulé ma bosse longtemps avec cette pathologie, j'espère pouvoir être à la hauteur des attentes des uns et des autres. Ceci dit, parlons asthme. Nous allons aborder d'abord une tentative de définition de l'asthme. Nous verrons ensuite quels en sont les véritables mécanismes éthiopathogéniques tels que évoqués à l'heure actuelle. Nous aborderons le diagnostic de l'asthme qui sera suivi évidemment de mesures thérapeutiques dans lesquelles seront abordées respectivement la prévention mais aussi le traitement de l'asthme. Qu'est-ce que c'est que l'asthme? Définir l'asthme relève d'une gymnastique intellectuelle importante. L'asthme ne doit pas être considéré comme une maladie, mais c'est plutôt un syndrome. Et ce syndrome asthmatique, c'est une inflammation chronique des voies respiratoires inférieures. On s'aperçoit d'ailleurs actuellement qu'il s'agit davantage d'une inflammation des petites voies aériennes qui, elles, serpentent déjà au secteur alvéolaire. Donc, on va admettre que l'asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires dont la traduction clinique est essentiellement la toux, mais aussi des épisodes récurrents de sifflement bronchique, c'est le wheezing. Et la caractéristique de cette toux et de ces sifflements bronchiques relevant du bronchospasme, c'est que le spasme peut être levé spontanément ou sous l'action de médicaments. C'est donc une pathologie qui évolue, comme on peut le voir, sous forme de crise. Il y a la crise d'asthme, mais l'asthmatique, en dehors de toutes ces crises, ne cesse pas, comme pour le paludisme après les antipaludiques, d'être patient. Il garde son soubassement de maladie asthmatique qui peut évoluer par des crises ou tout simplement avoir des périodes réelles de lune de miel. Nous retiendrons donc globalement qu'il s'agit d'une inflammation chronique de voies respiratoires, surtout les petites voies aériennes, se traduisant par la toux et le bronchospasme traduit par des sifflements bronchiques qui peuvent être récurrents mais qui peuvent se lever spontanément. Donc la crise d'asthme peut se résoudre d'elle-même, mais aussi et surtout sous l'action de médicaments que nous appelons des bronchodilatateurs, parmi lesquels notamment les bêta-2 mimétiques, comme on les appelle. Du point de vue éthiopathogénique, que dire de l'asthme? Le plus important est de dire, comme pour la plupart des maladies chroniques, qu'il y a une interaction quasi évidente entre l'effet de la génétique, mais aussi les facteurs environnementaux. Comme si la génétique prédisposait, mais l'environnement favorise la survenue de la crise, la survenue de la maladie ou de l'asthme. Qu'en est-il de la génétique? Les preuves de la génétique dans l'asthme sont apportées notamment par le fait de l'existence, comme pour certains cancers, des familles d'asthmatiques. Oui, lorsqu'on a dans les antécédents héréditaires un grand-parent, un oncle, un cousin asthmatique, il y a de fortes chances que dans la descendance, il y ait également d'autres asthmatiques. Quoi de mieux que cela pour dire qu'il y a donc un soubassement génétique pour la maladie asthmatique.
L'implication de la génétique est également apportée par l'existence de cas que l'on appelle des atopiques. Atopique voudrait simplement dire la prédisposition qu'a un individu à produire des anticorps de l'allergie, les IgE, dès lors qu'il est exposé à une circonstance ou substance favorisante. Parmi les substances favorisantes, vous aurez les allergènes ou d'autres facteurs, notamment psychologiques, le stress, etc. Ça, c'est lorsque l'on parle de l'asthme non allergique. Nous avons donc là la preuve de la participation de l'allergie dans le développement de la génétique, dans le développement de l'asthme. La génétique dans l'asthme est aussi apportée par la mise en évidence aujourd'hui des individus ayant notamment une expression au niveau de leur muqueuse respiratoire plus importante des récepteurs au bêta-2. Pourquoi j'en parle? Ces récepteurs au bêta-2, au niveau de la muqueuse respiratoire, sont des structures au niveau desquelles s'effixent les médicaments bronchodilatateurs. C'est ainsi que certains sujets ayant des récepteurs au bêta-2 mimétiques peuvent davantage et mieux que d'autres répondre aux médications bronchodilatatrices. Il en est de même des récepteurs aux corticoïdes. Nous savons tous que les corticoïdes sont des anti-inflammatoires par excellence. Et il y a des asthmes qui sont corticosensibles et d'autres qui sont cortico-résistants. Nous parlerons plus loin pour l'asthme cortico-résistant, notamment des personnes qui ont un profil d'asthme qui est l'asthme neutrophilique. Et ceux qui sont plus sensibles aux corticoïdes sont ceux qui ont un asthme dans lequel l'expectoration induite ou le lavage alvéolaire montre plutôt un profil cellulaire de type éosinophilique. Vous voyez donc déjà là la possibilité, la propension à la génétique qui prédispose, qui favorise, qui prédispose le développement de l'asthme. Évidemment, l'effet de l'environnement. Ici, les preuves sont apportées par l'existence des différents allergènes, surtout les aéroallergènes. Dans les asthmes asthmatiques, nous avons parlé inflammation comme étant le soubassement de la maladie asthmatique. Eh bien, on a mis en évidence plusieurs allergènes, parmi lesquels, notamment les poussières de maison qui contiennent des bestioles tout à fait identifiées, les acariens, les pollens d'arbres et des graminées. C'est ainsi qu'on a parfois des périodes d'asthme saisonnier chez certaines personnes. À la période de pollen, à cause de la pollution, à cause de l'importance des allergènes dans l'atmosphère, notamment le pollen, l'inhalation va provoquer au niveau de la muqueuse respiratoire du sujet asthmatique soit la crise de toux, soit la crise de respiration caractérisant le bronchospasme de l'asthmatique. Je pense que nous sommes là tout à fait d'accord pour dire qu'il y a l'intrication de la génétique et des phénomènes d'environnement dans l'asthme. Et parmi les allergies, hormis les aéroallergènes, on a aussi des trophoallergènes, notamment dans les aliments, notamment dans certains médicaments, etc. Voilà pourquoi, dans l'évolution pour le diagnostic de l'asthme, la place de l'anamnèse recherche toujours soit la notion d'allergie individuelle autre qu'au niveau des voies respiratoires. Elles peuvent être dermatologiques, comme l'atopie dermique, ou elles peuvent être ophtalmologiques ou au niveau ORL. L'asthme est souvent, dans un cas sur trois, l'asthme allergique certainement, associé à la rhinite allergique. Donc voilà globalement pour le fait de la définition globale de l'asthme et l'implication de faits d'allergie, mais également environnement et génétique. Lorsqu'on doit
synthétiser. Je voudrais bien ici solliciter l'indulgence, surtout des grands connaisseurs de la question, pour cette simplification et schématisation. On doit donc, sur le plan physiopathologique, retenir qu'il y a un triangle, et ce triangle a essentiellement, comme tous les triangles, 3 sommets. Le premier, ce sera l'inflammation de la muqueuse de voie respiratoire, qui, elle, va aboutir à développer un état d'hyperréactivité bronchique. Entendons-nous sur le terme. L'hyperréactivité voudrait simplement dire l'attitude ou la disposition à réagir de manière excessive lorsque la muqueuse respiratoire est exposée à toutes les substances qui peuvent déclencher l'inflammation. Nous avons parlé des allergènes, nous avons parlé des facteurs non allergéniques tels que le stress psychologique, etc. Donc toutes ces substances, lorsque le sujet qui a cette prédisposition inhale des allergènes par exemple, et le fait de la chronicité, la pérennisation de l'inflammation va entraîner une situation au niveau de la muqueuse bronchique de l'asthmatique, une situation d'hyperréactivité. La bronche de l'asthmatique est particulièrement excitable. C'est ça l'état d'hyperréactivité bronchique. Mais d'autre part, le troisième sommet, ce sera l'obstruction bronchique. Nous avons dit, l'asthmatique, la crise se traduit par un bronchospasme dont l'expression est la dyspnée ou la respiration sifflante. Mais ce bronchospasme, il est dû à quoi? Il est dû notamment au moment où les cellules, les allergènes, etc. vont énerver la muqueuse respiratoire de l'asthmatique. Il se libère de nombreuses substances, parmi lesquelles des médiateurs de l'inflammation, comme les cytokines, comme l'ECP, qui est l'eosinophilique, cationique protéine, de leucotriène et tant d'autres médiateurs. Mais ces médiateurs, la conséquence qu'ils ont, c'est de stimuler la production du mucus par bronchique, sont des phénomènes qui vont concourir à l'obstruction bronchique. Et lorsque la bronche est obstruée, la difficulté du passage de l'air et donc d'apport d'oxygène va expliquer la survenue de la dyspnée. On sait qu'il existe, encore une fois, pour revenir un petit peu sur la prédisposition génétique chez l'asthmatique, lorsque les cellules de la muqueuse respiratoire sont excitées par des allergènes, par des phénomènes non allergéniques, c'est comme si l'asthmatique, lui, il privilégie une réponse de production des cytokines de type TH2. Marquons une brève petite trêve pour dire que l'on sait lorsque les lymphocytes, par exemple, réagissent face à des phénomènes externes, des phénomènes d'excitation immunologique, la réponse est soit celle de produire des cytokines de type TH1 ou des cytokines de type TH2. Ça, ce sont les lymphocytes. Le TH1, c'est la propension à produire notamment l'interféron gamma, l'IL-12, l'IL-2, et qui sont des cytokines produites surtout pour permettre à lutter notamment contre les infections bactériennes, les infections virales, etc. Tandis que dans d'autres circonstances, lorsque l'allergène est de nature parasitaire ou allergique, ce sont plutôt les lymphocytes de type TH2 produisant notamment l'IL4, l'IL5, IL pour interleukine, IL13, IL15, etc. L'asthmatique donc, où la personne prédisposée, nous retrouvons la génétique, lorsqu'elle est en face d'une situation d'excitation, a tendance à produire davantage des cytokines de type TH2.
là aussi, c'est une prédisposition génétique à développer ce type de réponse. Et on sait qu'il y a une compétition immunologique entre production des cytokines de type TH1, lorsqu'on est en présence d'une infection bactérienne, de type TH2, lorsqu'on est en présence d'une infection parasitaire ou simplement de phénomènes allergiques. Cette situation-là prédispose. Mais globalement, on sait à l'heure actuelle que les allergènes, lorsqu'ils pénètrent dans l'organisme, ils sont pris en charge par des cellules de l'immunité innée, notamment les cellules dendritiques, qui vont tout simplement conduire ces allergènes vers les ganglions qui sont au niveau bronchique, au niveau hilaire, etc. C'est au niveau hilaire que ces cellules dendritiques vont les mettre en contact, en complexion avec les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité de type 2, le mettront au contact de lymphocytes et vous avez cette production dichotomisée de lymphocytes de type TH1 ou TH2. Évidemment, au plan naturel, les choses sont-elles aussi simples? Je suis le premier à le reconnaître. Il y a une intrication de plusieurs phénomènes qui font que jusqu'à présent, l'évolution dans la compréhension des mécanismes intrinsèques de l'asthme, elle est toujours et encore d'actualité. J'invite donc les jeunes du Forum Substance Grise à s'inscrire, notamment à mieux nous faire comprendre et mieux connaître les mécanismes éthiopathogéniques de l'asthme. Évidemment, le rôle fondamental que joueraient notamment ces cellules dendritiques, c'est celui de pérenniser et d'entretenir l'excitation des cellules de la muqueuse en produisant ces différentes substances, ces médiateurs de l'inflammation qui vont donc entretenir cette inflammation. Si nous avons retenu inflammation qui est le fait de plusieurs cellules et des médiateurs de l'inflammation, si nous avons retenu le lien avec l'hyperréactivité bronchique, si nous avons retenu que l'inflammation chronique va aboutir à l'hyperréactivité bronchique, et si nous avons retenu qu'il y a un rôle, un lien avec l'obstruction des bronches, nous avons le triangle secret de l'asthme. Globalement, même si je dois être le premier à reconnaître que les choses ne se passent pas toujours aussi simplement. Après cette présentation succincte et simplette de la physiopathogénie de l'asthme, il est important que nous puissions tenter ensemble d'aborder le diagnostic de l'asthme. Mes chers amis, dans la pratique médicale, la première démarche pour tout acte diagnostique est avant tout l'interrogatoire. C'est ce qui fait ressembler le médecin à l'agent verbalisant, l'agent de police. L'interrogatoire va rechercher d'abord les plaintes du malade, qui seront, en fonction de la présentation de la maladie, qui seront généralement la toux, une toux chronique, une toux qui revient récurrente, mais aussi la respiration difficile, la respiration sifflante. Le malade se plaindra de cela. Chez un sujet qui vient parce qu'il tousse depuis très longtemps, sans infection évidente, les signes de l'infection pouvant être la température, la fièvre, ou alors des douleurs thoraciques, etc., nous demanderons toujours si, dans les antécédents familiaux, il n'y a pas une histoire, comme nous disions au début, d'asthme, ou tout simplement une histoire de terrain atopique. L'atopie pouvant être au niveau cutané, au niveau ophtalmique, ophtalmologique, ou encore et tout simplement au niveau ORL, avec ce que la plupart caractérisent comme étant la sinusite, souvent chez les asthmatiques étant essentiellement la rhinite allergique. Donc on va interroger le sujet sur les antécédents de famille, sur ses antécédents personnels qui peuvent orienter le diagnostic.
il est important de dire qu'en dehors de la crise d'asthme, l'examen clinique de l'asthmatique peut être strictement normal. Donc vous n'avez à l'auscultation pulmonaire aucun signe, mais l'absence des signes auscultatoires ne signifie pas forcément absence d'asthme. Et surtout en situation de la toux chronique, que nous appelons toux chronique équivalent d'asthme, essentiellement. Voilà un peu globalement pour le diagnostic. Mais le diagnostic, après l'examen clinique, certains examens complémentaires permettent d'asseoir le diagnostic. Qu'en est-il pour l'asthme? Ces examens complémentaires ne sont pas très contributifs. Étant donné que dans une maladie comme l'asthme, nous avons déjà dit qu'en dehors de la crise, éventuellement, l'examen clinique peut être tout à fait normal. Est-ce qu'il y a un apport éventuellement de la biologie sanguine? On sait que certains asthmes, surtout les asthmes éosinophiliques, peuvent se traduire, étant donné que l'on connaît la place qu'occupe l'allergie dans l'éthiopathogénie de l'asthme. Certaines analyses peuvent mettre en évidence des hyperéosinophilies. Mais comprenez avec moi que la meilleure éosinophilie est celle traduite au niveau local, au niveau tissulaire. C'est ainsi qu'en réalisant des explorations comme l'expectoration provoquée, on peut interroger la muqueuse de l'asthmatique qui pourrait révéler une tendance à beaucoup d'éosinophiles dans l'expectoration induite. Ça, c'est l'asthme à profil éosinophilique qui est reconnu d'ailleurs comme étant un asthme particulièrement corticosensible. Certains autres profils pourraient mettre en évidence plutôt une prédominance de neutrophiles. Ça, c'est l'asthme neutrophile qui, lui, a la réputation surtout de la cortico-résistance. C'est pour vous dire que tous les asthmatiques n'ont pas forcément, au niveau périphérique sanguin, une hyperéosinophilie. S'agissant d'allergie, il importe de reconnaître ici la place qu'occuperait éventuellement le dosage des IgE, qui sont les immunoglobulines de l'allergie. Ce dosage n'est pas, comment dirais-je, routinier dans notre pays, quelques laboratoires peuvent le faire. Non seulement les IgE peuvent être augmentés au niveau total, mais on peut aussi, lorsque certains allergènes bien précis sont réalisés, mettre en évidence des IgE spécifiques pour tel ou tel, notamment les acariens, notamment les moisissures, etc. Donc on peut avoir des IgE qui orientent essentiellement vers l'asthme allergique. À côté des examens biologiques, y a-t-il une place pour l'imagerie thoracique? Il est important de dire qu'en général, l'imagerie thoracique et la radiographie thoracique est normale en situation d'asthme, sauf bien sûr complications comme l'aspergillome ou l'aspergillome qui pourrait être un champignon colonisant une cavité, etc. D'autres explorations sont plutôt de type fonctionnel. L'exploration fonctionnelle respiratoire pourrait, en situation d'asthme et en durée, en situation de crise, mettre en évidence un syndrome obstructif, caractérisé par une diminution du VEPS, le volume expiratoire moyen par seconde. Et là, le test qui oriente vers l'asthme à différencier d'autres maladies obstructives comme la BPCO, c'est la réversibilité de l'obstruction. C'est un test que l'on réalise en utilisant la spirométrie. Le sujet asthmatique qui a montré une obstruction avec un VEPS diminué, lorsqu'on fait un test de bronchodilatation par inhalation de bêta-2 mimétique, ce sujet peut montrer une amélioration de plus de 15 à 20% de son obstruction. Ça s'appelle une obstruction réversible. Et l'obstruction réversible caractérise davantage l'asthme et permet de différencier fonctionnellement l'asthme de la BPCO. Ceci pour
l'obstruction. Mais l'on peut également utiliser le débitmètre de pointe, qui est un petit gadget que le sujet peut utiliser chez lui à la maison. Une variabilité fréquente et régulière, notamment en quelques heures ou sur une journée, du débit expiratoire de pointe, traduit le caractère changeant, notamment de l'obstruction bronchique. Nous avions dit qu'elle pouvait, chez l'asthmatique, l'obstruction, être réversible spontanément ou sous l'action d'agents pharmacologiques. Nous pouvons donc retenir globalement des explorations complémentaires dans le diagnostic de l'asthme. Ayant vu les explorations complémentaires, je m'en voudrais de ne pas évoquer avec vous quelques formes cliniques de l'asthme. En gros, on différencie d'abord les asthmes allergiques des asthmes non allergiques. Nous avons expliqué au départ la place de l'allergène dans le déclenchement de l'asthme, la maladie ou même de la crise. Mais à côté, nous avons évoqué d'autres facteurs qui ne sont pas allergiques. C'est la place du stress par exemple. C'est le cas de l'asthme à l'aspirine. Il y a des personnes qui, en prenant des médicaments comme l'aspirine ou l'anti-inflammatoire, peuvent déclencher des crises d'asthme. Là, c'est l'inhibition de la voie de la cyclooxygénase et l'exaltation de celle de la lipoxygénase, aboutissant à une production de leucotriènes qui sont des médiateurs connus de l'inflammation. Donc là, nous avons des cas d'asthme allergique et d'asthme non allergique dans lequel vous avez ces différentes catégories et c'est dans ce groupe que l'on peut mettre aussi ce qu'on appelle l'asthme d'effort. Mais il faut plutôt le caractériser comme étant la bronchoconstriction induite par l'exercice. L'asthme n'est pas une cause de l'exercice n'est pas une cause de l'asthme, mais l'asthme en lui-même peut déclencher l'exercice peut déclencher quand même ou déstabiliser une crise asthmatique. C'est pour ça qu'il est mieux d'évoquer la bronchoconstriction induite par l'exercice. Voilà donc en ce qui concerne les différentes formes. Mais on peut aussi déterminer ou distinguer les asthmes en évoquant l'asthme corticosensible. Là, nous sommes déjà sur le versant de la pharmacothérapie. L'asthme corticosensible versus l'asthme non corticosensible. Là, vous avez les asthmes qui peuvent être induits notamment par ou favorisés par le reflux gastro-œsophagien. Nous avons évoqué l'asthme à l'aspirine associé généralement à la triade de Widal où vous avez une polypose nasale et un asthme sévère. Et en fonction aussi de la caractéristique même de la maladie, on a l'asthme sévère qui peut aller jusqu'à l'état de mal asthmatique ou l'asthme aigu sévère. Là, c'est déjà une situation très grave qui permet une gestion ou une prise en charge en unité spécialisée. Et la caractéristique de l'asthme aigu grave, c'est le fait de ne plus répondre à la médication habituelle de l'asthme pour quelqu'un, le fait d'avoir associé à la crise des troubles, notamment de la parole, des troubles de conscience, et la caractéristique aussi, c'est que les muscles respiratoires dus à l'évolution vers une insuffisance respiratoire peuvent ne plus être actifs et l'auscultation thoracique apparaître tout à fait normale chez un sujet en situation d'asthme aigu grave. C'est une notion à avoir présent à l'esprit qui peut tout simplement conduire à des errements de diagnostic où l'on se dirait, là il ne s'agit pas d'asthme chez un sujet en situation de détresse physique, détresse respiratoire, surtout parce qu'on n'a pas ausculté des sibilances, etc. Ça peut être simplement dû aussi à la fatigue respiratoire. Mes chers amis, après avoir évoqué les différentes formes, nous n'avons pas été exhaustifs, nous voulons le reconnaître. Parlons brièvement du traitement de l'asthme.
Nous avons d'abord abordé ensemble le volet préventif. Ça, c'est l'éducation patient qui est dans le volet préventif. Le volet préventif est, pour les asthmatiques allergiques, c'est d'éviter de s'exposer aux allergènes lorsqu'ils sont déterminés. C'est éviter les périodes de très grande pollution. Nous pouvons saisir l'opportunité de reconnaître le bénéfice du port du masque aujourd'hui que chez nous, nous mettons pour le Covid-19. De manière tout à fait indirecte, c'est aussi une protection contre les nuisances respiratoires diverses, notamment les poussières, il y en a plein sur nos routes, les minoteries, etc. Parce que ce masque protège quand même les voies respiratoires de l'inhalation de substances susceptibles de provoquer la crise respiratoire, la crise de l'asthme. L'éducation a également un volet sur apprendre aux malades asthmatiques comment prendre les médicaments de l'asthme. Vous en avez qui vous disent « Ah docteur, moi, vous me prescrivez la ventoline, c'est depuis 40 ans que je la prends, mais ça ne marche pas du tout. » La ventoline étant un médicament de la crise d'asthme, pas un médicament en entretien de l'asthme. Et lorsque vous vous intéressez de près à ce patient qui vous dit n'avoir aucun bénéfice dans la prise de bronchodilatateurs, courte durée d'action, vous vous apercevrez la prise est mauvaise. C'est pratiquement une personne venue de la planète Mars qui prend ces médicaments anormalement. Il est donc capital de montrer aux patients l'usage rationnel et correct de médicaments si l'on veut espérer obtenir des résultats convenables. Il est tout à fait capital d'avoir aussi là l'éducation thérapeutique des patients. Abordons de manière succincte les médicaments de l'asthme. Il faut reconnaître l'existence d'une part des médicaments bronchodilatateurs. Et dans ce groupe, nous avons des médicaments à courte durée d'action et d'autres à longue durée d'action. Courte durée d'action, nous avons l'exemple du salbutamol et du phénotérol. Longue durée d'action, nous avons le salmétérol et le formotérol. Ces médicaments-là, courte durée d'action, comme la ventoline, comme le Verotec, sont des médicaments à utiliser lorsqu'il y a une crise. Ils ont la propension à lever rapidement la crise. Ce sont des relievers, comme les appellent les anglo-saxons. Courte durée d'action. Rien ne justifie leur utilisation au long cours. Ils sont à prendre lorsque le sujet est en crise de bronchospasme, crise de dyspnée, pour pouvoir soulager et lever la crise. Tandis que les bronchodilatateurs longue durée d'action font, eux, partie de l'arsenal thérapeutique de l'entretien de l'asthme. Souvenez-vous, nous avions dit maladie chronique, inflammatoire chronique de voie respiratoire. Qui dit chronique, dit un traitement au long cours, dit un traitement d'entretien. C'est ici qu'interviennent les bronchodilatateurs, longue durée d'action, mais qui ne sont pas utilisés seuls. Leur efficacité est majorée, ces médicaments, lorsqu'ils sont associés à des corticoïdes qui se prennent essentiellement par la voie inhalée. Vous avez l'exemple du Sérétide ou du Relvar, il y en a d'autres qui sont des associations, d'une part de bronchodilatateurs longue durée d'action et d'autre part de corticoïdes par la voie inhalée. Maintenant, les recommandations des sociétés savantes dans l'asthme conseillent de traiter le malade en fonction d'une certaine stratification de la sévérité de l'asthme. Le but ultime étant le contrôle de l'asthme. Le contrôle de l'asthme, c'est comment se comporte l'asthmatique sur une période donnée. L'objectif, c'est d'arriver au meilleur contrôle possible. Ce qu'on recherche, ce n'est pas forcément la sévérité, mais c'est le contrôle de l'asthme. C'est ainsi qu'on caractérise les asthmes parmi asthme intermittent, des crises tout à fait historiques, etc. L'asthme persistant modéré, l'asthme persistant
D'abord, l'asthme persistant modéré, l'asthme sévère. Ça, ce sont des cas d'asthme qui nécessitent déjà une prise en charge au quotidien par les médicaments d'entretien. Nous avons évoqué notamment l'association de bêta-2 mimétiques et des corticoïdes. Même en dehors de la crise, l'efficacité, ce sera réduire le plus possible le primum movens qui est l'inflammation de la voie respiratoire. Deux façons, c'est éviter l'exposition aux allergènes. La deuxième, c'est la diminuer, mais par des traitements impliquant les corticoïdes par la voie inhalée. Y a-t-il une place pour les corticoïdes systémiques dans l'asthme? Oui, certainement. Dans des cas d'asthme sévère, dans des cas de crise d'asthme. Mais cette corticothérapie au long cours est généralement une corticothérapie courte. Je voudrais par là dire rarement dépasser la semaine ou 10 jours de traitement par le corticoïde systémique. Par corticoïde systémique, je vois la prédnisolone, je vois la dexaméthasone, je vois l'hydrocortisone que l'on va administrer, mais il ne faut pas une administration longue. On connaît les effets secondaires importants des corticoïdes par la voie systémique. Et la révolution dans la prise en charge de l'asthme, c'est surtout le fait d'avoir développé ces corticoïdes qui sont pris par la voie inhalée. L'absorption est faible, les effets secondaires de la corticothérapie sont ici mitigés. À l'heure actuelle, les biothérapies dans l'asthme qui ont tenu compte du rôle éthiopathogénique de nombreuses cytokines, souvenez-vous des IL-3, 4, 5, 13, etc. Ce sont des moyens thérapeutiques dans l'asthme allergique qui ont permis des biothérapies. Et parmi les biothérapies, vous avez soit des substances qui inhibent l'action de ces cytokines, la plupart étant dérivées des interleukines de TH2, mais aussi les biothérapies, c'est l'utilisation des anticorps monoclonaux. Nous avons aujourd'hui des anti-IL-5, anti-IL-13, dont l'efficacité est plus marquée chez les sujets ayant un asthme allergique, à déterminer au préalable, soit par les tests cutanés, dont je n'ai pas parlé, mais c'est une omission au moment de l'exploration pour rechercher à quoi le sujet, par les prick tests cutanés, est allergique, etc. Donc les biothérapies sont aujourd'hui en plein développement. D'autres cibles thérapeutiques du futur, c'est notamment le renforcement de l'action de lymphocytes de TH17, qui sont les lymphocytes T régulateurs. Ces lymphocytes semblent diminuer et ils empêchent l'action justement en produisant des cytokines immunosuppressives, ils empêchent l'action exaltante des lymphocytes TH2. C'est une cible thérapeutique en développement. Mais il faut également agir, vous avez vu, les trois triangles, inflammation, il faut agir dessus, hyperactivité également, mais l'obstruction bronchique. Et dans l'autre, on a évoqué l'hypertrophie du muscle lisse. Si elle se passe à la chronicité, cette hypertrophie peut étendre un état d'obstruction durable. C'est ici, par exemple, que de nouvelles approches considèrent notamment la thermoplastie dans le traitement de l'asthme. Donc on utilise la plastie par le laser pour pouvoir dilater la bronche. Et des substances qui peuvent bloquer, freiner l'hypertrophie du muscle lisse en agissant notamment sur les facteurs qui permettent la production du collagène, des substances de ce genre sont tout au moins sur le plan éthiopathogénique envisagées et les recherches sont en cours quant à ceux. Mes chers amis, je sollicite encore une fois l'indulgence collective, pas de courant, donc ce qui avait été préparé et structuré de manière évidente a pu être rendu. Je suis conscient de manière un tant soit peu imparfaite parce que ce que l'œil ne voit pas en ce moment, ne recourir qu'à la réminiscence et à ce qu'on a pu avoir dans son cerveau peut pécher par omission. Je vous remercie tous de m'avoir accordé cette
attention particulière. Merci.